La théorie de l'apprentissage multimédia a été initialement développée par Richard Mayer en 1997. Elle est fondée sur de nombreuses études en psychologie expérimentale et fait encore référence aujourd'hui dans la conception cognitiviste de l'apprentissage. Cette conception qui considère qu'apprendre est un processus de construction active de connaissances avec une intégration de nouvelles informations à des connaissances déjà présentes. Dans un premier temps, cette théorie tente d'expliquer comment est-ce qu'on apprend. Ici, l'apprentissage est considéré comme une activité individuelle. Et l'ambition déclarée est de fournir des prescriptions scientifiquement fondées. Par la suite, les scientifiques vont ensuite tester les conséquences de ce modèle et trouver des règles sur comment aider les élèves à apprendre, c'est-à-dire dans le fond, comment enseigner. Nous allons présenter dans cette vidéo le modèle d'apprentissage multimédia qui décrit comment l'on apprend. Les principes qui en découlent pour l'enseignement vous seront présentés dans une prochaine vidéo. De nombreuses études ont démontré que l'on apprend mieux d'un texte et d'images combinées que d'un texte seul, et c'est là tout l'intérêt de ce qu'on appelle une présentation multimédia. Lorsque vous produisez un document avec des images et un texte, lorsque vous utilisez OpenBoard avec des images et vous parlez dessus, lorsque vous dessinez au tableau et vous parlez en même temps, vous êtes déjà dans le multimédia. Le premier principe que l'on doit à Paivo est qu'il existe deux canaux pour la réception de l'information, à savoir le canal audio et le canal visuel. Un texte oral est capté par l'audition, alors qu'un texte écrit est capté par la vue. Si maintenant on présente une combinaison d'images et de textes, une première conséquence, on apprendra mieux d'une animation accompagnée d'une narration que d'une animation accompagnée d'un texte écrit, car dans ce cas, on fait passer toutes les informations par le même canal, ce qui est moins favorable. Donc vous voyez, ce principe déjà, il s'applique déjà à une présentation au tableau, une présentation par OpenBoard. On se rend compte que le mariage de l'audio avec l'image est meilleur qu'un mariage entre une image et un texte écrit. C'est ce qu'on appelle en fait le principe de modalité. Le deuxième aspect qui est intégré dans cette théorie, ça concerne la capacité limitée de la mémoire de travail qui est nécessaire pour traiter l'information. Rappelons au passage que le système cognitif comprend plusieurs types de mémoire. D'abord, il y a une mémoire sensorielle qui ne dure qu'une fraction de seconde. Elle peut déboucher sur l'oubli par un manque d'attention, ou bien si vous avez de l'attention, vous allez effectivement faire passer les informations pour le traitement suivant dans la mémoire de travail. Cette mémoire de travail, elle a une capacité limitée, elle peut conserver 7 éléments d'information indépendants, et cela pour une durée d'une trentaine de secondes seulement. Donc, cet espace réduit limite le nombre d'informations que nous pouvons traiter simultanément et donc va poser un problème. Enfin, il y a bien sûr la mémoire à long terme, qui est un espace en fait illimité, où sont stockées les informations à long terme. Et donc, apprendre ici, c'est stocker des éléments dans cette information à long terme. Le troisième et dernier aspect, ce sont les processus nécessaires à l'acquisition des connaissances vers la mémoire à long terme. Donc, il y a d'abord le tri d'informations à l'entrée, comme nous l'avons vu, par l'attention. Nous avons aussi les associations que l'on va faire dans la mémoire de travail et la réorganisation des éléments dans cette même mémoire de travail avec une intégration des connaissances préalables. La mémoire à long terme va pouvoir interagir pour finalement essayer d'obtenir quelque chose qui soit intégré dans la mémoire à long terme. Un élément important dont il faut tenir compte, c'est la théorie de la charge cognitive que Sweller a développée à peu près à la même époque. Pourquoi on associe cette théorie de la charge cognitive? C'est parce qu'elle exprime le fait que la mémoire de travail constitue un goulot d'étranglement à cause de sa capacité limitée de stockage. Dans le flux d'informations et le traitement de ces informations, le facteur limitant ici, ce serait cette mémoire de travail. Un trop grand nombre d'informations à traiter simultanément va induire une surcharge cognitive. La mémoire de travail est encombrée, ce qui entraîne l'échec de la tâche ou une mauvaise mémorisation en mémoire à long terme. Dans ces conditions, l'apprentissage est perturbé et l'élève apprend peu, voire pas du tout. Nous verrons aussi que la qualité des connaissances préalables, le niveau d'expertise en quelque sorte d'un élève, est un élément déterminant dans la capacité de traiter les nouvelles informations, de les trier. Et cela donc dès l'étape de la sélection des informations pertinentes. Le regard est dirigé quelque part par un modèle préexistant. Vous aurez de la peine à voir et observer des choses que vous ne connaissez pas. De même, le processus d'intégration demande des efforts et nécessite de la motivation.
Les connaissances préalables, le niveau d'expertise en quelque sorte, est un élément déterminant dans la capacité de traiter les nouvelles informations. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que pour une observation, on a déjà quelque chose d'important. Le mathématicien astronome anglais Thomas Harriot a effectué en 1609 les premiers dessins de la Lune observés à travers une lunette astronomique, 4 mois avant Galilée. Harriot, comme d'autres philosophes de la nature à l'époque, observe des tâches qu'il interprète un peu comme des tâches qui sont consubstantielles à la matière lunaire. 4 mois plus tard, donc, Galilée effectue ses propres observations avec sa propre lunette et en particulier va observer une zone de transition irrégulière entre l'ombre et la lumière qu'on appelle le terminateur. Il observe que les taches elles-mêmes apparaissent sombres du côté où se trouve le Soleil et brillantes du côté opposé. Il en déduit l'existence de montagnes et de cratères sur la Lune. Donc il interprète ces figures-là comme des ombres par rapport à une lumière rasante, donc des reliefs. Il existe plusieurs explications au succès de Galilée dans sa capacité de percevoir, de visualiser puis de représenter la surface de la Lune. On pourrait évoquer la qualité supérieure de son télescope par rapport à celui d'Harriot, mais le facteur essentiel est sa connaissance préalable des ondes projetées. C'est un sujet qu'il maîtrisait extrêmement bien. On en témoigne des nombreux croquis qu'il a produits et les études spécifiques sur l'onde projetée à différents angles, dont il a d'ailleurs établi certaines règles. Harriot observa et dessina bien le terminateur, que l'on voit ici, mais ne fournit en effet aucune interprétation de ce qu'il vit, hormis la date d'exécution du dessin. Galilée est bien celui qui est le premier à avoir compris ce qu'il voyait. Et ce sont ses connaissances préalables qui lui ont permis d'interpréter correctement les reliefs de la Lune. Dans la prochaine vidéo, nous allons examiner les règles que nous pouvons tirer de ce modèle multimédia. Donc sur la manière de présenter des images ou la manière de combiner les images avec du son ou du texte, donc le multimédia en général. Si je prends l'exemple du fonctionnement mécanique d'une touche de piano, c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre. Alors peut-être que cette animation va vous aider. Pas vraiment, n'est-ce pas ? Nous percevons bien la surcharge cognitive qui est provoquée par l'excès d'informations simultanées qui saturent nos sens et notre mémoire de travail. Peut-être qu'un facteur de piano, un spécialiste, serait certainement plus à l'aise avec cette animation. Peut-être que si on pouvait interrompre un moment cette animation, la ralentir, la séparer en plusieurs étapes, ou même la simplifier, nous serions aussi plus à l'aise. Comment faire pour aider à mieux apprendre le fonctionnement mécanique d'une touche de piano ? Un commentaire audio qui nous rend attentifs à certaines parties serait peut-être utile, ou bien quelques flèches bien placées au bon moment. Peut-être même que l'étude préalable d'un schéma statique pourrait nous faciliter la compréhension de ce fonctionnement. Tous ces éléments-là, nous allons les étudier dans la prochaine vidéo.